J'avais un très bon ami qui m'avait fait plus ou moins une proposition pour venir l'aider, pour venir travailler avec lui, pour avoir un salaire beaucoup plus rémunérateur. Chose que j'ai pas fait. Je me suis rassuré, je m'en félicite aujourd'hui tous les jours. J'aimais mon métier comme je l'aime actuellement. J'aimais travailler, j'aimais toucher la chaussure, j'aimais réfectionner, j'aimais faire plaisir aux clients, j'aimais de prendre quelque chose, d'abîmer, de rendre quelque chose, de réparer. C'est valorisant. Vous vous apprêtez à écouter un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Bonjour, je m'appelle Thierry Haut, je suis cordonnier. J'ai une cordonnerie à Bastille dans le 11e, à l'ancienne à la ville à la montagne. Maison fondée par mon papa en 1960. Et donc je suis la deuxième génération et bientôt la troisième génération avec mon fils Clément, qui va reprendre dans quelques temps. Thierry, est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu es né et me décrire cet endroit, là où tu as vécu ? Alors je suis né à Paris, à Bastille. Je suis né juste au-dessus de la boutique où a créé la cordonnerie mon papa en 1960. Mon papa avait une boutique au rez-de-chaussée bien sûr, et donc moi je suis né au 4e arrondissement à Bastille. Donc je suis un titi de la Bastoche et je suis resté à l'âge où j'ai 59 ans, je suis toujours resté à la Bastille. Je suis un très grand voyageur. Et le quartier de la Bastille, là où tu as grandi, comment est-ce qu'il était à ton époque ? Est-ce que c'était différent d'aujourd'hui ? Alors c'était un quartier, la Bastille, là je suis juste à côté de la rue de la Roquette, hein, juste à 150 mètres de la Bastille. Donc c'est un quartier très chaud, très malfamé. À côté de la rue de Lappe, à côté de la rue de la Roquette, il y avait des choses qui se passaient le soir pas très sereines. Donc, mais qui a énormément évolué au fil des années et aujourd'hui c'est un quartier très agréable à vivre. Est-ce que tu peux me parler de ta famille ? De qui est-ce qu'elle se compose ? Avec qui tu as vécu quand tu étais petit ? Alors j'ai un frère de 4 ans de plus que moi, Pascal, qui était dans l'imprimerie et maintenant qui a changé de métier lui. Papa, maman qui est partie l'année dernière. Et donc donc je suis né dans une famille d'artisans. Maman travaillait dans les impôts. Papa toujours dans la cordonnerie depuis son plus jeune âge lui aussi. Et puis j'ai grandi simplement, très simplement même, puisque mon frère 4 ans avant est né lui dans la boutique. Voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir un appartement 2 pièces avec les toilettes sur le palier, pas de douche, on se douchait sur le lavabo, enfin une enfance très simple et j'ai vu évoluer ma vie personnelle et ma vie professionnelle et j'apprécie justement cette évolution maintenant. Tu as donc plutôt vécu dans un milieu modeste ? J'ai vécu dans un milieu très modeste, mais riche d'amour, riche agréable avec des parents qui s'entendaient bien. Et puis j'ai vécu une enfance où mes parents, et en l'occurrence mon père, nous faisait énormément confiance. Donc on avait une liberté à l'époque d'aller et venir, même à notre plus jeune âge, tout en ayant la confiance des parents. Et la boutique de ton père, est-ce que tu peux m'en parler un peu, me dire quand est-ce qu'elle a ouverte, me raconter son histoire ? Auparavant, papa était gérant de 3 cordonneries à République et il a trouvé cette cordonnerie via la fédération de la cordonnerie où il était adhérent. Et donc il a repris cette boutique qui était déjà un cordonnier depuis 2 générations. Donc ça a toujours été une cordonnerie. Et donc il a repris cette cordonnerie et papa a ouvert cette boutique en 1960 et cette boutique il a nommé à son prénom, ça s'appelait Chez Vincent.
Et donc c'était une cordonnerie de quartier. À l'époque, il y avait énormément de cordonniers. Dans chaque rue de Paris, il y avait au minimum 2-3 cordonniers. Les gens marchaient, les gens s'habillaient, la mode des tennis n'existait pas, les baskets n'existaient pas. Toutes les personnes, hommes, femmes, enfants, avaient des chaussures. Talons, patins, il y avait des chaussures qui se réparaient. Aucune paire de chaussures était irréparable. Donc c'est pour ça qu'il y avait tant de cordonniers à l'époque. Toi justement, cette boutique, quand tu étais petit, tu y passais le plus clair de ton temps. Est-ce que tu peux me raconter ce passage de ton enfance? Alors donc moi je suis né en 1964, donc au-dessus de la boutique. Et pour sortir, pour aller à l'école, je passais continuellement à la boutique de papa, où j'avais toujours envie de l'aider, toujours envie de bricoler, toujours envie de toucher à quelque chose. Et donc j'étais constamment dans ses pattes, et on peut dire que je suis né dans une chaussure, moi. Je suis né dans une chaussure. À 8 ans, 10 ans, j'étais tout le temps avec un plumeau au départ pour faire les poussières, avec un balai. Et puis après, quand j'ai grandi un peu, il m'a donné un pinceau, il m'a donné des choses pas trop compliquées à faire. Et puis je suis rentré dans le métier comme ça depuis l'âge. Mais qu'est-ce qui te plaisait en fait là-dedans? Pourquoi est-ce que tu avais toujours envie d'avoir un outil dans la main? J'avais envie de rendre service à mon père. C'est pour ça que j'étais tout le temps avec lui. C'est pour ça que je prenais plaisir d'être avec lui. Déjà parce que depuis le plus jeune âge, on s'entendait bien. Et puis j'avais une âme bricoleur. Donc il fallait que je touche à quelque chose, il fallait que j'ai quelque chose dans les doigts, il fallait que ça bouge. J'étais constamment à être occupé. Il fallait que j'ai ou un balai au départ, ou un pinceau, ou une tenaille. Il fallait que je l'aide. Il fallait que j'aide papa. Mais le fait comme ça de passer autant de temps avec ton père, j'imagine que ça a créé une relation assez fusionnelle entre vous. Est-ce que tu peux m'en dire quelques mots? Alors, j'ai beaucoup travaillé avec papa déjà au départ, en passant dans sa boutique, et ce qui nous a permis tous les deux d'avoir une relation fusionnelle et de bien s'entendre, et ça nous a permis d'avoir des relations déjà au niveau du sport. J'ai fait beaucoup de sport, du rugby, comme je suis d'origine béarnaise. Le Béarn, c'est la capitale et le lieu du rugby. Donc papa m'a amené souvent sur les terrains. La semaine, je passais à la boutique, je le voyais. Le week-end, on était ensemble au rugby. Et donc ce qui nous a permis tous les deux de nous rapprocher gentiment, sans se poser la question. Et puis après, le travail est venu fusionner un peu plus cette relation. Et la relation avec ta maman, comment est-ce qu'elle était? Maman donc était employée à l'administration des impôts, qui était à 5 minutes à pied de la boutique. Donc elle revenait le midi pour déjeuner avec papa, et le soir j'ai toujours une très bonne relation avec maman, qui était une femme non pas au foyer, mais une femme active, puisqu'elle avait un métier différent de papa, et c'était pour nous une maman charmante qui comme toutes les mamans nous fait des bons petits plats. On avait soin d'être avec elle, moins présente que papa, parce que côté sportif, le week-end papa était avec nous, maman restait à la maison. Voilà, c'est une très bonne relation avec maman, qui était une mère sans engagement, sans trop de passion pour la chaussure, pas trop de passion. Elle a jamais été avec papa dans ce métier. Papa était à la fédération de la cordonnerie, elle a jamais été trop avec lui non plus, mais elle était présente, et une femme douce et réconfortante. Et lorsque tu aidais ton père à la boutique quand tu étais petit, comment est-ce qu'ils réagissaient les clients lorsqu'ils voyaient un petit garçon comme ça, déjà avec un outil à la main? Alors lorsque je l'aidais, lorsque j'étais tout jeune écolier, je passais toujours à la boutique, j'avais un balai, j'avais un pinceau, et donc les clients étaient gentils avec moi, ils avaient de l'affection, et voilà, je les aidais, je les renseignais quand je pouvais.
Mais j'ai eu quand même quelques anecdotes où papa a dû sortir manu militari, un client qui me déconseillait vivement, pour rester poli, de rentrer dans ce métier d'artisan cordonnier parce que c'était sale, parce qu'il y avait du bruit, parce que voilà, et de ne pas faire ce métier, mais de faire un autre métier un petit peu plus conventionnel. Mais là, papa n'a pas du tout apprécié et il lui a dit que c'était la dernière fois qu'il mettait les pieds dans la boutique. Et à ton âge, lorsque tu entendais ce genre de remarques, est-ce que ça te faisait réfléchir ou est-ce que dans ta tête, c'était clair que tu allais devenir cordonnier ? Cette remarque que j'ai eue via ce fameux client m'a pas du tout déconcerté, m'a pas du tout empêché de continuer dans ce métier, de continuer cette passion, de continuer à aider papa. Non, j'ai laissé de côté et puis ça m'a pas du tout perturbé. Bon, j'étais jeune à l'époque, donc je comprenais pas vraiment cette situation. Donc toi, dans ta tête, c'était clair que tu allais devenir cordonnier et que tu allais reprendre la boutique ? Oui, j'avais envie de travailler avec lui. Voilà, parce que c'était comme ça, je me posais même pas de questions, quoi. C'était pour moi inné, quoi. J'étais avec lui, je passais avec lui. Bon, j'étais pas très fort en études, mais je me plaisais. J'étais bien dans ce milieu. Et ta famille, comment est-ce qu'elle a réagi quand elle a compris, quand elle a su que tu voulais faire le même métier que ton père ? Est-ce que tu leur as annoncé officiellement ? Est-ce que ça s'est fait naturellement ? Mais en tout cas, quelle était leur réaction ? J'ai jamais eu de discussion ouverte avec mon père au sujet du métier. Ça s'est fait naturellement de mon plus jeune âge où je passais le voir, où je passais mes mercredis, mes vacances avec lui à l'aider. C'était inné. Je me posais pas de questions et on n'a jamais fait une table ronde entre tous les deux pour savoir ça y est on se met en... Non, ça s'est fait naturellement. Franchement, ça s'est fait naturellement. Sans discussion officielle. Mais est-ce que tu voyais que ça faisait plaisir à ton père que tu sois passionné par la même chose que lui ? Le fait d'avoir un enfant qui reprend le même métier que celui qu'on exerce, il y a pas plus beau, il n'y a pas plus riche. Que d'un père passer et son éducation et son métier, il n'y a pas plus riche. Moi actuellement j'ai 3 enfants, dont un qui va reprendre la boutique. C'est pour moi magnifique. Il n'y a pas mieux. Donc c'est pour ça, lorsque papa a vu que j'allais reprendre et que je m'impliquais complètement dans la boutique, il était aux anges, il était heureux et moi aussi pareil. Alors, je vais passer à la partie sur l'école. Est-ce que tu peux m'en parler ? T'as déjà brièvement évoqué le sujet, mais plus en détail, tu disais que t'étais pas un très bon élève. Qu'est-ce qui allait pas entre l'école et toi ? L'école, pour moi, ça n'a jamais été, on n'a jamais été trop copains, quoi. Aussi bien en primaire, où j'ai redoublé déjà le CM2, donc déjà. Et puis après, lorsque je suis rentré en 6e, c'était pareil, quoi. C'était la croix et la bannière. Je prenais un plaisir à y aller, mais parce qu'il y a les copains. Mais au niveau études, j'ai voulu moi arrêter en 5e. Je me suis fait tirer les oreilles par mon père, parce qu'il voulait absolument que j'aille jusqu'en 3e. Il s'est battu avec les profs, enfin battu entre guillemets, avec les profs principaux lors des réunions des conseils de classe pour que je puisse aller jusqu'en 3e, parce que tous les profs voulaient que j'arrête en 5e et que j'aille dans un lycée technologique parce que j'avais pas les moyens et les capacités intellectuelles pour continuer, quoi. Et grâce à mon père, il m'a boosté, il m'a rassuré et j'ai quand même été jusqu'en 3e et je lui remercie actuellement parce que le peu que j'ai pris comme enseignement, ça m'a servi un petit peu. Mais qu'est-ce qui te plaisait pas concrètement dans l'école ? Est-ce que c'était le fait de rester assis sur une chaise, toi qui avais l'habitude de plutôt utiliser tes mains dans l'atelier avec ton père ? Ce qui me plaisait pas à l'école, c'était surtout d'être enfermé, de pas bouger, d'apprendre des choses qui pour moi n'étaient pas du tout concrètes. J'avais besoin de concret. Pour ça que le métier manuel, pour moi, c'est
c'était quelque chose de, voilà, j'avais un marteau, j'avais une chaussure, c'était concret. Il fallait réparer, on prenait une chaussure abîmée, on la rendait presque neuve. Voilà, c'était du concret. Alors que apprendre des tables, des récitations et des formules, pour moi, c'était complètement abstrait. Donc c'est pour ça que ça m'a jamais plu. Donc après la troisième, tu t'es finalement spécialisé dans le métier que tu voulais faire. Est-ce que tu peux m'expliquer en une phrase tes études ? Alors après la troisième, donc j'ai intégré le lycée technique de la chaussure qui est à Porte de Pantin, le lycée d'Alembert, qui est l'un des seuls en France. Là, j'ai suivi un BEP sur 2 ans. Et sur ces 2 années, comme j'étais là, j'étais vraiment dans mon milieu, quoi. J'étais presque bon, voilà, cette fois-ci, et j'avais des bonnes notes. Enfin, voilà, j'étais dans quelque chose qui me convenait. Et donc dans ces 2 années, donc j'ai passé un BEP et 3 CAP. Donc j'ai eu la chance de passer parce que je voulais, et donc des CAP bien spécifiques. Et là, j'ai appris donc dans ces 2 ans au lycée technique de la chaussure à fabriquer les chaussures. Je n'ai pas appris à les réparer, mais à les fabriquer. Et puis, toujours dans ces 2 ans, j'ai suivi des cours du soir de podologie. Donc ça a été 2 années intenses, aussi bien la journée que le soir. Et j'avais des journées à rallonge. Et apprendre enfin le métier que tu voulais faire, qu'est-ce que ça a fait chez toi? Qu'est-ce que ça a créé? Qu'est-ce que ça t'a procuré? J'étais bien. Apprendre un métier dont j'ai toujours, non pas rêvé parce que je l'ai toujours fait, mais apprendre un métier et être dans un milieu scolaire qui était vraiment adapté à ce que je voulais, me rassurer et puis me donner envie d'aller à l'école. Et c'est pour ça que j'ai passé autant d'examens en peu de temps. Et franchement là, fallait pas me pousser pour y aller. Là, j'étais vraiment aux petits anges. Donc après tes études, tu es parti à l'armée, puis tu as enfin rejoint la boutique de ton père. Est-ce que tu te souviens de ton premier jour, de comment c'était d'être enfin un employé officiel de la boutique? Alors après mon passage à l'école, donc 2 ans au lycée je suis rentré à l'armée, parce qu'à l'époque il y avait l'armée. Et donc j'ai quitté l'école au mois de juillet. Au mois d'août, j'étais à l'armée. Et j'ai eu la chance, j'ai été un petit peu aidé parce que je faisais du rugby à haut niveau. Donc comme je devais rester pour jouer, j'ai été un petit peu aidé pour rester en région parisienne et notamment à Vincennes. Donc j'ai passé mon armée à Vincennes, où j'étais à l'armée le matin et l'après-midi j'étais chez papa. Donc suite donc au lycée, j'ai tout de suite travaillé avec lui, même en étant à l'armée, quoi. Donc j'ai pas eu vraiment le premier jour, ça s'est fait naturellement, et j'étais ouvrier avant l'heure, quoi. Mais même si tu as toujours travaillé avec ton père, là, être officiellement un employé, est-ce que c'était différent? Est-ce que c'était une fierté pour toi? Le jour où j'ai intégré officiellement la boutique en tant que salarié, j'avais une rémunération à la fin du mois, donc c'est surtout ça, quoi. Mais bon, une petite rémunération qui à l'époque me convenait malgré tout, parce que j'étais quand même berger encore chez maman et papa, donc j'avais pas grand chose à payer, si ce n'est que les sorties après rugby. Et être en binôme de travail avec ton père, comment c'était? Est-ce que ça a renforcé votre relation? Et aussi, est-ce qu'il t'a appris des choses en plus que tu ne savais pas déjà sur le métier? Alors, le binôme avec papa était déjà partagé par le travail. Papa m'a appris à réparer les chaussures. Moi, à l'école, j'ai appris à les fabriquer, mais c'est lui qui m'a appris vraiment toute la réparation, quoi. La réparation à la main, coudre à la main, enfin tout ce qui est le vrai métier de cordonnier que l'on peut faire sans l'ajout de machine. Donc là, j'ai vraiment appris énormément avec papa, puisque lui avait un CAP de bottier, donc lui il savait fabriquer les chaussures à la main, donc il m'a appris tout ça. Et puis donc on se partageait les tâches au niveau des réparations. On n'avait pas les mêmes tâches à effectuer, quoi. Mais ça s'est toujours bien passé, sans aucun problème entre nous deux.
Et lorsque tu es vraiment rentré dans ce métier, que tu as mis les deux pieds dans le plat, est-ce que tu t'es rendu compte de certaines difficultés que tu n'avais pas conscience avant de vraiment commencer à être cordonnier? Alors, lorsque j'ai commencé à travailler avec papa, alors pourquoi j'ai commencé déjà à travailler avec papa? Parce qu'il avait beaucoup de travail. Donc moi, ce métier me passionnait. Donc pourquoi aller voir un autre employeur alors que mon propre père avait beaucoup de travail? Donc voilà pourquoi je me suis engagé avec lui, parce qu'il avait du travail pour 3 personnes, il était tout seul, il était sous l'eau. Et donc voilà, donc je me suis vraiment engagé officiellement avec lui parce qu'il y a du travail. Et comme il y avait beaucoup de travail, et comme c'était mon papa, et comme on habitait juste au-dessus de la boutique, je peux vous dire que les horaires, on commençait à 7 h le matin et on n'arrêtait jamais avant 21 h, 21 h 30 quoi. Donc c'était vraiment des horaires à rallonge, le samedi, parfois le dimanche. Je me rappelle d'avoir travaillé samedi, dimanche en période de ski parce qu'on travaillait pour des collectivités, des mairies de collectivités qui à l'époque avaient des chaussures de ski. Donc on réparait les chaussures de ski, on recevait des grosses cantines de chaussures de ski à partir du mois de novembre pour que les collectivités, les mairies puissent prêter des chaussures aux enfants pour qu'ils puissent partir en classe de neige. Donc à partir du mois de novembre, décembre, on recevait des cantines entières, des grosses cantines en métal, je sais pas si voilà, des grosses cantines en métal, bourrées de chaussures de ski. Bah là, fallait réparer, mais il fallait réparer quand on n'avait pas nos chaussures de ville. Donc c'était le week-end, donc on faisait ça le week-end et voilà. Mais c'était la famille, donc je comptais pas mes heures. Et à ce moment-là, lorsque tu travaillais de 7 h à 21 h, est-ce que tu n'avais pas un peu l'impression de sacrifier ta vie personnelle? Parce que j'imagine que tu n'avais pas vraiment le temps de sortir. Lorsqu'on avait des horaires énormes comme ça, déjà la semaine on sortait pas. Je sortais uniquement 2 jours, le mercredi et le jeudi pour aller au rugby, l'entraînement du rugby. Bon après, donc l'entraînement c'était 20 h 30 à Vincennes. Donc j'avais une moto, donc je prenais ma moto. Je quittais le travail à 19 h 30, 20 h. J'arrivais toujours en retard. Hop, je me déshabillais, hop, rugby. Et puis après, la semaine on sortait pas, on avait juste boire un coup et encore. Mais la semaine on sortait pas. J'étais dans un milieu où, et puis même ça se faisait pas de sortir la semaine, contrairement aujourd'hui où les jeunes sortent régulièrement. Mais la semaine non, nous on sortait surtout à partir du vendredi soir, vendredi, samedi soir. Et donc les horaires, effectivement, je travaillais, entre guillemets, je faisais que ça, comme maintenant. Et mais non, ça m'a jamais peiné sur mes sorties du soir. Et malgré la passion pour ce métier depuis que tu es petit, tu as quand même un jour hésité à arrêter. Est-ce que tu peux me parler de ce moment de ta vie? Alors, comme on avait beaucoup de travail avec papa, on finissait tard le soir, et puis malgré tout, c'était des petits salaires que je m'octroyais ou qu'il m'octroyait. Bon, lui aussi, il avait pas des salaires énormes, bien sûr, c'était l'artisanat, quoi. Enfin, c'est l'artisanat. Donc c'était plus par passion et par aide envers papa que je travaillais énormément comme ça. Mais la rémunération était légère, quoi. Et dans ma cour, dans la cour du 40 rue Sedaine à l'époque, j'avais un très bon ami qui m'avait fait plus ou moins une proposition pour venir l'aider, pour venir travailler avec lui. Et il est vrai que je me suis posé la question pendant quelques jours, peut-être pas semaines, mais quelques jours, à savoir si je devais arrêter la cordonnerie pour avoir un salaire beaucoup plus rémunérateur, moins fatigant. Et voilà, chose que j'ai pas fait. Je me suis rassuré, je m'en félicite aujourd'hui tous les jours de pas avoir craqué aux sirènes de l'argent. Et t'en avais parlé un peu à ton père de cette hésitation? Non, j'ai jamais parlé à papa de cette proposition que mon ami, qui du reste toujours un très bon ami et presque mon frère, et de cette proposition parce que j'ai jamais voulu le peiner et voilà, le faire souffrir pour ça, en lui disant que je travaille énormément et que j'étais pas rémunéré. C'est pas, on peut pas dire ça à un père quand il vous héberge, quand il vous donne de l'amour et du travail. Et où est-ce que tu as été trouver la motivation pour continuer ce métier à ce moment-là?
Le fait que je n'ai pas craqué, c'est que mon métier me passionnait. Mon métier, j'aimais mon métier comme je l'aime actuellement. Mais déjà à l'époque, je l'aimais. J'aimais travailler, j'aimais toucher la chaussure, j'aimais réfectionner, j'aimais faire plaisir aux clients, j'aimais voilà, de prendre quelque chose, d'abîmer, de rendre quelque chose, de réparer. C'est valorisant. Alors que lui, dans son métier qu'il me proposait, c'est un métier d'acheter-revendre. Il n'y a aucune valorisation intérieure, il n'y a aucun intérêt, quoi. Si ce n'est qu'entre deux, on prend un billet d'argent et c'est tout. Mais au niveau concret, et au niveau humain, il n'y a aucun intérêt. Et un jour, tu as dû reprendre les rênes seul de la boutique puisque ton père est parti avec le SAMU pour raison médicale. Peux-tu m'expliquer comment ça s'est passé ? Donc on a toujours eu beaucoup de travail, hein. On a toujours beaucoup de travail, on a eu du travail pour 3-4 personnes, c'est pour ça qu'on travaillait le week-end. Et papa est parti du jour au lendemain, hernie discale. Donc il s'est arrêté, il est parti en ambulance et du jour où il est parti, il est jamais plus revenu. Il est toujours en vie, mais il n'est jamais plus revenu parce que hernie discale, donc allongé, le dos bloqué, donc il a été en rééducation pendant plus d'une année. Et donc lorsqu'il est parti, le travail pour 3 ou 4, il a été pour moi. Donc là, ça a été très compliqué et je me suis aperçu que dans une journée, il y avait 24 heures. Donc là, les plages horaires de travail, c'était costaud. Là, c'était très très costaud. Et c'est aussi là où tu as dû t'occuper de toutes les tâches administratives et j'imagine que c'était un peu compliqué. Alors au début où papa est parti, il m'a laissé tout seul à la boutique à réparer les chaussures. Et il s'est occupé un petit peu quand même, il continuait au départ de s'occuper de l'administratif parce il pouvait bouger quand même malgré tout. Enfin, il bougeait, il était pas impotent. Donc il a continué un petit peu à gérer un peu l'administratif et puis petit à petit, je pouvais plus le laisser gérer parce que moi j'avais besoin aussi de savoir ce que je commandais, ce que je gagnais, le chiffre d'affaires, enfin l'administratif pur et dur. Donc après j'ai repris son rôle. Et le rôle administratif ne peut se faire que le week-end. Donc la semaine je travaillais, j'allais au rugby et puis en revenant j'avais le côté administratif à effectuer. Le rôle de tout artisan actuellement, quoi, où l'administratif, où les week-ends sont souvent écornés par le côté administratif. Et être seul à la boutique, c'est aussi te retrouver seul face aux clients et parfois tu t'es pris certaines remarques. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que les clients te reprochaient et comment est-ce que tu réagissais ? Alors, lorsque j'ai repris la boutique, lorsque papa est parti pour maladie, je me suis trouvé face aux clients. Et donc à les recevoir, alors qu'auparavant c'était plus papa qui était à la réception. Et donc je faisais le travail aussi bien que lui et aussi bien qu'avant, puisque le travail était divisé. Donc le travail était aussi bien fait par lui que par moi lorsqu'il était là. Mais comme il n'était plus présent, il n'y avait plus sa patte, il n'y avait plus sa signature, il n'y avait plus son empreinte. Donc effectivement, certains clients, ah oui, mais c'était mieux qu'avant, votre père faisait ci, votre père faisait ça. Qu'est-ce que vous voulez expliquer? Donc j'ai laissé passer l'orage et puis après j'ai moi mis à ma convenance mon travail. J'ai fait évoluer un petit peu non pas la qualité mais la manière de réparer les chaussures, la manière de les disposer, la manière de disposer la boutique. J'ai commencé un petit peu à marquer par mon empreinte pour que ce soit vraiment de plus en plus chez moi, entre guillemets. Oui, c'est ça, tu as dû t'approprier la boutique et tu as aussi, pour ça, changé le nom. Est-ce que tu peux me raconter quel nouveau nom tu as trouvé et pourquoi ? Alors, la boutique, lorsqu'on travaillait avec papa, la boutique s'appelait Chez Vincent. Chez Vincent, c'était son prénom, c'était très bien. Et puis, lorsqu'il est parti, il fallait que je change un petit peu quand même l'enseigne. Et en me baladant un dimanche dans Paris, je suis tombé sur une enseigne qui était à la ville, à la campagne.
Et ça m'a interpellé. Et comme à l'époque, on s'occupait déjà des chaussures de montagne, de randonnée, on réparait des chaussures de montagne. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre cette enseigne à la ville, à la montagne. Puisqu'on s'occupe et on s'occupait des chaussures de réparation des chaussures de ville et réparation des chaussures de montagne. Donc cette enseigne date de 1900 des années 95-97. Et tu as commencé à me l'évoquer à la question d'avant, mais qu'est-ce que toi tu as mis en place que ton père n'avait pas mis en place pour t'approprier justement la boutique ? Alors, lorsque papa est parti, déjà, j'ai refait la boutique, j'ai refait la devanture. C'est une boutique en bois, donc j'en ai fait une boutique entre guillemets moderne, qui était moderne à l'époque, mais maintenant on revient plus sur des anciennes boutiques. Donc j'ai cassé la devanture, j'ai refait une devanture dite moderne en aluminium, avec une présentation de chaussures. J'ai commencé à vendre des chaussures. Des chaussures de ville, j'ai commencé à vendre un petit peu des chaussures de montagne. Et puis j'ai surtout mis en place à l'époque un service de ce qu'on appelle boot fitting. Boot fitting, c'est une adaptation sur mesure des chaussures de ski. Donc à l'époque, je faisais des semelles sur mesure de chaussures de ski et des chaussons intérieurs de chaussures de ski. Chose que je fais toujours, et maintenant c'est Clément, mon fils, qui a pris le relais. Mais déjà à l'époque, j'avais fait des stages en montagne pour pouvoir me spécialiser de plus en plus en chaussures de ski. Et justement, ton fils, on va y venir. Est-ce que tu peux commencer par me parler de ta vie personnelle, de ta famille qui s'est créée pendant tout ce laps de temps, et aussi que désormais, l'un de tes fils t'a rejoint dans l'aventure ? Donc je me suis marié dans les années 87 et suite à ça j'ai arrêté le rugby parce que j'étais tout seul à la boutique, donc il fallait que le lundi matin après un match de rugby il fallait que je joue au rideau, donc j'étais responsable cette fois-ci, papa n'était plus là pour m'aider, et donc j'ai arrêté le rugby. Et donc dans les années 90, j'ai eu mon premier enfant, et puis Corentin. Et après une famille fondée après que Clément, et puis Bérangère après. Et puis donc j'ai continué, donc j'ai arrêté le rugby, et c'est là que j'ai commencé à me mettre à la montagne. Donc j'ai fait beaucoup de montagnes, beaucoup de hautes montagnes, d'alpinisme. Suite à ça, parce qu'il fallait que je me défoule aussi, et puis le fait de pratiquer la montagne, ça avait un sens puisque je réparais les chaussures de montagne et de ski. Donc il fallait que j'allie et ma passion et mon métier, et quand on allie sa passion et son métier, alors là c'est le Graal qui puisse arriver à chaque personne. Donc voilà, donc j'ai fait beaucoup d'alpinisme, j'ai fait 2 fois le Mont Blanc. J'ai fait beaucoup de courses d'arête, beaucoup de cascades de glace. Enfin, j'ai pas mal bourlingué avec un ami qui lui aussi tenait une boutique de montagne sur Paris. Mais alors, je reviens sur la passion de la montagne. Donc, cette passion, j'imagine, t'obligeait à partir les week-ends. Mais comment est-ce que tu t'organisais avec ta boutique ? Alors, comme j'avais une passion de la montagne, donc avec cet ami qui avait un magasin pas loin de la Bastille, on partait le samedi soir, donc après la fermeture de nos boutiques, donc on partait à 20h en voiture, puis on arrivait à Chamonix vers 1h, 2h du matin, et puis à 7h du matin on était sur les pistes ou en bas des remontées mécaniques, on prenait les remontées mécaniques, et puis on passait tout le week-end en montagne, ou en refuge, où on descendait le dimanche soir, et puis on repartait le lundi matin encore faire une course ou une cascade, et on revenait sur Paris le lundi soir à 11h, minuit, et le mardi matin au travail, quoi, puisque je fermais le lundi à l'époque, j'avais le dimanche et le lundi de libre. Donc voilà, donc c'était samedi soir, mais on faisait pas ça tous les week-ends parce que j'avais une petite famille quand même, hein, donc on faisait ça une fois tous les 2 mois, quoi, une fois par mois parfois. Donc ton fils Clément, qui a aujourd'hui 31 ans, comment est-ce qu'il t'a rejoint dans la boutique ? Qu'est-ce qui l'a poussé à intégrer ton entreprise ? Alors Clément a une formation d'ingénieur.
ingénieur généraliste avec un double diplôme ingénieur commerce. Il a fait quelques employeurs, dont un grand nom sur la France. Et puis il a eu, donc là c'était des contrats à durée déterminée. Et puis donc une fois que son contrat a fini, il a été à 1 mois ou 2 mois sans rien faire, entre guillemets. Donc je lui ai dit, écoute, t'es gentil mon garçon, mais comme t'es encore à la maison, où tu trouves quelque chose, ou moi si tu veux, j'ai un peu de place à la boutique et j'ai besoin de quelqu'un, quoi. Et puis il s'est pas trop posé la question lui non plus. Il m'a dit pourquoi pas. Et puis voilà, on a commencé ensemble. Et puis là, il m'a dit, ouais, pourquoi pas, ça me plaît. Donc je lui ai dit, si tu veux travailler avec moi, à l'administratif bien sûr, pas à l'atelier, tu vas commencer par 1 an d'apprentissage. Donc je l'ai mis 1 an à l'apprentissage à l'atelier avec mon chef d'atelier. Et donc il a appris succinctement à réparer une paire de chaussures pendant 1 an comme un apprenti actuel, quoi. Et cette transmission, toi tu l'as vécue quand tu étais petit avec ton père. Et aujourd'hui, c'est toi-même qui transmets le métier à ton fils. Qu'est-ce que ça te procure ? J'ai été formé par mon papa au niveau vraiment métier, et d'avoir une passation de pouvoir entre mon père et moi, c'était fabuleux. Et maintenant, je suis en train de la vivre avec Clément, qui lui, je ne lui apprends pas le métier, mais je lui apprends à gérer une entreprise. À gérer ce que peut être un artisan, parce qu'on reste quand même des artisans, même si on a 2 boutiques actuellement, et même si on a un petit peu d'employés, on reste quand même des artisans. Donc il y a le côté travail manuel, et le côté développement de la boutique avec la vente, avec tout ce qui peut graviter autour de ces boutiques, mais de passer le flambeau à mon fils, c'est merveilleux, parce qu'il y a une relation qui se passe, il y a une confiance. Et malheureusement, je suis en train de lui faire subir ce que j'ai subi avec mon papa, c'est-à-dire les horaires. On a des horaires à pu en finir, et c'est ce qui me peine actuellement le plus. C'est qu'il est jeune, il pourrait sortir, il sort, bien évidemment, mais il va falloir que ça change, parce qu'on a des horaires un peu trop accaparants. Tous mes enfants ont bien, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le terme bien qui convient, mais ont réussi au niveau scolaire, puisqu'ils ont tous fait prépa. Mais Clément, c'était celui encore qui avait du mal. Et donc, à un moment donné, avant qu'il fasse prépa, il avait du mal à se trouver. Et je lui dis, écoute, si tu veux, tu viens travailler avec moi à la boutique, et là, tu vas apprendre un vrai métier. Je le mets entre guillemets, ça. Et donc, il a été un petit peu plus... il a été un peu plus maintenu par sa maman, qui ne voulait pas du tout qu'il s'arrête et fasse cordonnerie. Donc sa maman l'a poussé, et bon, elle a bien fait, puisqu'il a fait des études. Mais à l'époque, il se serait arrêté dans des classes inférieures. Moi, ça m'aurait pas déplu. Bien au contraire. Mais au-delà de ton fils qui t'a rejoint, c'est une réelle aventure familiale, puisque tu as aussi intégré ta belle-fille et ton neveu dans l'aventure. Alors la boutique fondée par papa en 1960, moi 2e génération, Clément 3e génération, et puis on a fait rentrer ma belle-fille qui s'occupe des réseaux sociaux, Constance. Et puis mon neveu Edwin, qui s'occupe lui de booster le SEO des réseaux sociaux et de notre site internet, parce que Clément a mis en place un site internet marchand de la boutique, où on vend tous nos produits et toutes les chaussures qu'on expose physiquement à la boutique. Et qu'est-ce que ça te fait de voir qu'il y ait des membres de ta famille comme ça qui t'aient rejoint ? Toute cette famille qui gravite autour de cette boutique me fait plaisir, et ils le font aussi
pour me faire plaisir, parce qu'eux aussi donnent plus qu'il ne faudrait financièrement. Mais bon, ça c'est la famille, on en fait toujours un peu plus, même si je rémunère ces deux autres personnes, mais ils en font toujours un peu plus, j'ai la confiance, ils me conseillent vraiment comme ils ne conseilleraient peut-être pas une autre entreprise, mais s'ils me donnent des conseils, c'est pour mon et notre bien à tous. Donc notre interview arrive bientôt à sa fin. Au-delà du fait que tu aies intégré du personnel et notamment des membres de ta famille dans la boutique, tu en as aussi ouvert une autre. Est-ce que tu peux m'en parler? Alors à la Villa La Montagne, fondée donc en 2003 à Bastille. Donc depuis 2003, de plus en plus de monde, de plus en plus de travail. On travaille essentiellement pour des particuliers, mais beaucoup d'entreprises. On fait tout le service après-vente des vieux campeurs de France. Donc toutes les chaussures qui passent à Toulouse, à Strasbourg, à Annecy, à Chambéry arrivent chez nous en réparation. Donc un gros travail de logistique et de place. Et donc l'atelier à Bastille a accueilli jusqu'à 8 personnes, 9 avec des stagiaires, donc 9 dans 50 mètres carrés, très compliqué. Donc il était temps que l'on trouve un autre atelier, et donc là on a trouvé un atelier il y a 1 an, à 10 minutes à pied, à 5 minutes en vélo, parce que j'ai un vélo cargo que j'ai acheté, et donc toutes nos machines, toutes nos parcs machines sont partis dans l'autre atelier, et là donc dans l'autre atelier j'ai 3 personnes où j'ai beaucoup plus de place pour travailler, et surtout beaucoup plus de place pour les ouvriers pour travailler, pour avoir un bon accueil de clientèle, parce que j'ai un accueil de clientèle là-bas aussi, mais c'est surtout un bon espace de travail pour les ouvriers, quoi. C'est bien j'ai par principe de dire, c'est bien de rémunérer les ouvriers, mais c'est bien aussi de leur donner une qualité de travail, hein. Et la qualité de travail est parfois aussi presque important que la rémunération. Donc d'allier les deux, c'est encore mieux. Donc ils sont à 3 dans 140 mètres carrés, ils sont bien, ils ont toutes les machines. Et à Bastille, nous sommes 4 à accueillir le client et à travailler de la maroquinerie, des sacs à dos et des chaussures aussi. Dans plusieurs années, comment est-ce que tu vois ton entreprise à la Villa La Montagne, mais aussi comment tu te vois toi en tant que cordonnier? Alors après la deuxième boutique, l'expansion de la société, je la laisse peut-être pour Clément. Vous aurez peut-être la joie de l'interviewer dans quelques années. Mais là, je vais vraiment lui laisser la passation de la boutique dans quelques années. J'ai encore quelques belles années, j'espère, si j'ai encore la santé. Mais après l'expansion, pourquoi pas, parce qu'il y a beaucoup à faire dans ce métier. C'est entre guillemets une niche que l'on a un peu, de réparer la chaussure de montagne, de réparer les chaussures de randonnée, réparer les chaussures de ski. Donc c'est un métier où il y a à faire, et même au niveau des chaussures de ville, je pense que la mode de la basket, la mode de la tennis va s'essouffler petit à petit, et je pense que même les jeunes commencent à revenir un peu aux chaussures dites traditionnelles. Mais donc cette fameuse passation entre toi et Clément, tu y penses de plus en plus, tu sens qu'elle se rapproche? On y pense à la passation, on pense, on réfléchit avec Clément, on commence à se renseigner un petit peu, comment pourrait se faire le fait que j'arrête moi d'être à la gérance. Et puis, mais surtout sans que mes 2 autres enfants soient lésés, parce que ils sont quand même 3 sur la boutique. Donc il y a pas de raison que j'en bénéficie plus un que les autres. Mais je suis encore là pour quelques années. J'ai encore l'envie et de voir la clientèle, et de voir les chaussures, de m'étonner, et puis de toujours passer mon métier aux apprentis. Alors j'aimerais bien conclure cette interview par un adage qu'un ancien cordonnier m'avait raconté, et qui disait que c'est pas l'homme qui fait le métier, mais c'est le métier qui fait l'homme. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire
et partagez si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.